attaquer aujourd'hui le premier des 3 cours sur les organes d'essence. Donc à chaque fois pour ces cours, on va faire une courte partie d'embryologie pour au moins replacer les éléments dans leur contexte. Et ensuite, on s'intéressera à l'histologie. Donc le reste, pour tout ce qui est physio et anatomie, normalement, vous l'avez eu par ailleurs. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de l'œil et de l'appareil de la vision. Donc plusieurs éléments, donc l'embryologie, et puis on va voir les différents éléments histologiques qui composent l'organe de la vue. Et puis, si on a le temps, on verra les annexes également. Un bref rappel anatomique sur la structure de l'œil. L'élément à retenir, c'est qu'au niveau de l'œil, il y a 2 parties fonctionnelles, si on veut faire très simple. Il y a une partie antérieure qui sert à la capture des rayons lumineux et à leur focalisation au niveau du photorécepteur. Et donc un segment postérieur ici qui sert finalement à la réception de la lumière et au déclenchement du signal lumineux. Une autre manière de voir les choses, c'est qu'il y a 3 compartiments différents. D'une part, une chambre antérieure ici qui correspond à l'espace situé entre la cornée et l'iris. Une chambre postérieure qui correspond à ce petit espace entre l'iris et le cristallin. Et enfin, un segment postérieur qui correspond à toute cette cavité contenant le corps vitré, on y reviendra à la fin. Alors sur la structure, de toute façon vous aurez tout ça, il y aura le PDF, il y a tout ce qu'il faut. Ça va mieux là? On y va? Si vous prenez tout mot à mot là, on n'est pas rendu. Hein. Alors, si on voit maintenant la structure de ce globe oculaire, en fait il y a 3 couches concentriques qui composent l'œil. La couche la plus périphérique est une couche protectrice qui est constituée d'une tunique fibreuse et qui est la sclérotique. La sclérotique entoure le globe oculaire sur la quasi-totalité de sa périphérie. Et elle se poursuit à sa portion toute antérieure par la cornée, qui a comme principale différence d'être transparente. Donc, couche protectrice en périphérie. À l'intérieur de cette couche protectrice, on a une couche vasculaire qui correspond à la choroïde sur la majeure partie du globe oculaire, qui se poursuit en avant par le corps ciliaire et l'iris. Donc, couche vasculaire qui va avoir un rôle nutritif. Et enfin, bien sûr, la couche la plus interne, c'est la tunique sensorielle proprement dite, c'est-à-dire la rétine, qui se poursuit par le nerf optique. Donc on va bien sûr voir la structure de ces différents éléments, essentiellement en insistant sur la rétine. Alors un rappel d'embryologie, parce qu'on va bien sûr faire très court pour avoir le temps de tout placer. La notion essentielle à retenir, c'est que l'œil a une triple origine embryologique. J'espère que vous n'avez pas encore oublié les 3 feuillets initiaux, ectoblaste, mésoblaste, endoblaste. C'est un vieux souvenir, mais ça va revenir. Donc, la rétine elle-même, qui est le photorécepteur, c'est du tissu nerveux, ça a une origine neuroectoblastique. Il faut vraiment, et on va le revoir, la rétine, c'est une extension du cerveau. C'est donc du tissu nerveux, origine neuroectoblastique en rouge ici. Le cristallin est un dérivé de l'épiderme, donc de l'ectoderme embryonnaire. Et il est indiqué en bleu ici. On va voir son mode de formation, c'est même origine que l'épiderme. Et enfin, pour la majeure partie du globe oculaire, eh bien, il y a une origine mésenchymateuse, donc le tissu conjonctif environnant, qui va se différencier pour donner ces différentes couches. Donc triple origine, tissu nerveux pour l'essentiel, c'est-à-dire la rétine,
ectoderme pour le cristallin et mésoderme pour le reste de l'œil. Alors l'œil se forme extrêmement précocement, puisque vous voyez que dès la fin du premier mois, va apparaître sur les faces latérales du diencéphale, c'est-à-dire du cerveau primitif, vont apparaître deux expansions latéralement. Donc vous voyez que véritablement, le tissu rétinien dérive directement du tissu nerveux. Les yeux sont une extension directe du cerveau. Donc ces expansions latérales vont avoir un renflement en périphérie qui vont former les deux vésicules optiques de part et d'autre du cerveau. En périphérie, ces vésicules optiques vont entrer en contact avec l'ectoderme. Et suite à ce contact du tissu nerveux de la vésicule optique avec l'ectoderme, eh bien, il va y avoir une induction d'une différenciation des cellules de l'ectoderme au niveau de ce qui va donner la placode optique. Donc, vésicule optique, c'est l'extension du cerveau primitif, c'est du tissu nerveux. Placode optique, c'est la différenciation de l'ectoderme induite par ce tissu nerveux. L'évolution par la suite, on va assister à une invagination ici de la vésicule optique et de la placode optique. Donc les deux vont s'invaginer pour former une cupule que l'on voit très bien ici, avec la vésicule optique qui s'invagine, et à l'intérieur, la placode optique qui s'invagine et qui va rapidement s'individualiser de l'ectoderme. Donc vous avez la placode optique, au début qui est reliée, et puis à la fin qui va complètement se séparer de l'ectoderme. Bien sûr, la placode optique, vous l'avez deviné, va donner le cristallin. La vésicule optique va donner la rétine. Donc voilà un stade ultérieur. Sur cette micrographie électronique, vous voyez que la placode optique ici est complètement invaginée à l'intérieur de l'ectoderme et va évoluer pour donner le cristallin. La vésicule optique, elle, commence sa différenciation. Et les deux parois de la vésicule, vous vous rappelez, ici, bien sûr, puisque c'est une invagination, il y a deux parois. Il y a une paroi externe ici, et puis au moment de la réflexion de l'invagination, se crée une couche interne, qui sont accolées ici. Donc, la paroi externe de la vésicule optique va donner la rétine pigmentaire, on va y revenir, alors que la paroi interne, la zone de réflexion à l'intérieur de la vésicule, va donner la rétine sensorielle. Donc rétine pigmentaire, c'est la portion externe de la vésicule optique, rétine sensorielle, c'est la portion interne. Et puis tout le mésenchyme environnant, autour de la vésicule optique, à l'intérieur de la vésicule optique, en avant ici du cristallin, va se différencier en différents tissus qui vont donner la cornée, la choroïde, la sclérotique, le vitré, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Toutes les autres tuniques dérivent du mésenchyme. Et vous voyez qu'à la fin du deuxième mois, donc très précocement pendant le développement embryonnaire, dès la fin du deuxième mois, les deux yeux, enfin les deux globes oculaires sont des structures déjà quasiment totalement différenciées, au sein desquelles on reconnaît la rétine, on reconnaît le cristallin, on reconnaît en avant l'iris et la cornée qui commence à se différencier. Les deux chambres de l'œil, chambre antérieure et chambre postérieure, vont se former par décollement entre la cornée et l'iris. Et ce décollement survient quand la cornée acquiert sa courbure qui permet de concentrer les rayons lumineux. Et de la même manière, la chambre postérieure se crée par décollement de l'iris ici, avec le cristallin. À partir du moment où ce décollement existe,
on va le revoir tout à l'heure, l'humeur aqueuse va pouvoir circuler entre la chambre antérieure et la chambre postérieure. Dernier mot d'embryo, la séparation des paupières qui est une extension du tissu cutané en avant de la cornée. Cette séparation des paupières survient beaucoup plus tard puisque ça survient vers la 22e semaine seulement. Voilà, c'est extrêmement bref et succinct, mais ça permet de replacer un peu les étapes principales de développement de l'œil. Alors, sur le plan histologique, rapidement sur la sclérotique, parce que ce n'est pas le tissu le plus important, ce qu'il faut retenir de la sclérotique, c'est un équivalent de la dure mère du cerveau. Encore une fois, l'œil, c'est une extension du cerveau. La sclérotique est exactement l'équivalent de la dure mère du cerveau. C'est un tissu conjonctif dense, extrêmement solide et résistant, et qui protège bien sûr le globe oculaire. Donc c'est la couche la plus périphérique que l'on retrouve ici sur cette photographie. En périphérie de cette sclérotique, on observe une couche de conjonctif beaucoup plus lâche qui entoure aussi le globe oculaire et qui sert d'amortisseur, notamment pour protéger des vibrations, des coups, etc. Donc un tissu conjonctif beaucoup plus mou. Et la sclérotique, qui est un tissu dense, est bien sûr la zone d'insertion des muscles oculomoteurs. Voilà, retenez, couche protectrice. Alors, en avant, la cornée. La cornée, ça représente en gros 1/6 de la sclérotique. Donc c'est une toute petite portion, évidemment absolument cruciale pour le fonctionnement de l'œil. Elle a une caractéristique absolument fondamentale, c'est qu'elle est avasculaire. Et vous savez que c'est pour ça que les greffes de cornée sont si faciles, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de rejet, puisqu'il n'y a pas de vascularisation. Donc il n'y a pas d'anticorps, il n'y a pas de phénomène de rejet. A l'inverse, dans les pathologies où vous avez une vascularisation de la cornée, la conséquence, c'est que vous obtenez des troubles de la vision. La cornée s'opacifie. Sur le plan histologique, la cornée est constituée en fait de 5 couches. On a l'extérieur de l'œil tout en haut ici, et l'intérieur tout en bas. Donc, la couche la plus périphérique est un épithélium pluristratifié avec 5 ou 7 couches de cellules. Un épithélium pluristratifié sans glandes, sans poils, sans aucun annexe. Aucune annexe. Et bien sûr, comme tout épithélium, cet épithélium repose sur une basale qui est bien visible ici, qui correspond à cette zone bleue, et qui est la membrane de Bowman. Le corps, entre guillemets, de la cornée est constitué d'un conjonctif, c'est ce qu'on appelle le stroma, donc d'un conjonctif qui a 2 particularités, un tissu conjonctif avec 2 particularités, extrêmement peu de cellules, très très peu de cellules, que l'on distingue malgré tout, on distingue quelques noyaux de temps en temps, mais très peu de cellules, et surtout des fibres de collagène qui sont orientées dans des directions extrêmement définies, et le plus souvent perpendiculaires l'une à l'autre, ce qui évite la diffraction de la lumière. Donc 2 caractéristiques à ce conjonctif à retenir, peu de cellules et des fibres de collagène orientées dans des directions bien précises de l'espace. En profondeur, on a un deuxième épithélium, donc qui repose sur une deuxième membrane basale qu'on appelle la membrane de Descemet, et l'épithélium interne, qui est en fait un endothélium, c'est-à-dire un épithélium pavimenteux simple. Donc à peine visible ici, qu'on voit mieux sur un plus fort grossissement. Vous voyez, c'est des cellules vraiment très fines. Donc membrane endothélium avec sa basale qui est la membrane de Descemet. Voilà, c'est une structure extrêmement simple et en même temps extrêmement pointue sur le plan histologique et sur le plan fonctionnel, puisque c'est ce qui permet un passage de la lumière sans diffraction et sans être arrêté. Donc on a fait la couche externe, sclérotique, cornée.
La couche intermédiaire, on a dit, c'est une tunique vasculaire, c'est la choroïde. Choroïde dont le rôle principal est d'assurer la nutrition et la vascularisation de la rétine. Donc, rôle évidemment fondamental. Alors, cette choroïde que l'on trouve ici, on décrit classiquement une portion externe avec du conjonctif lâche, des fibres élastiques et des mélanocytes. C'est la portion la plus externe ici. Et la portion absolument fondamentale est la portion plus interne, dite choriocapillaire, que l'on distingue ici. Et cette portion choriocapillaire, elle contient de très nombreux capillaires, bien évidemment, de très nombreux vaisseaux. Et elle se poursuit avec ce qu'on appelle la membrane de Brush, qui est au contact ici de la rétine pigmentaire, qui amarre la choroïde à la rétine pigmentaire. Et la membrane de Brush, pour bien montrer cette étroite association entre rétine pigmentaire et choroïde, la membrane de Brush, en fait, correspond à la fusion entre la basale de la rétine pigmentaire et la basale de tous les capillaires, enfin les basales des capillaires présents dans cette portion interne de la choroïde. Donc il y a vraiment une association étroite entre capillaire et rétine. Alors il y a une situation où il peut y avoir des accumulations de produits entre la couche ici, choriocapillaire, et la rétine. Donc ça entraîne un petit décollement de la rétine au niveau de ce qu'on appelle des drusènes, vous reverrez ça. Effectivement, à partir du moment où il y a un décollement, où les vaisseaux sont séparés de la rétine, vous avez des altérations parce qu'il y a un défaut de vascularisation de la rétine. Donc c'est une vascularisation indirecte de la rétine par diffusion à travers cette membrane. Donc plus en avant, la choroïde que l'on trouve ici, donc plus en avant, la choroïde se poursuit par deux structures importantes, le corps ciliaire d'une part, l'iris d'autre part. Donc, au niveau de ces deux structures, corps ciliaire et iris, alors le corps ciliaire est une structure qui est à peu près triangulaire, que vous voyez ici, sur le schéma et ici à la coupe, une structure triangulaire qui est composée de tissus musculaires en profondeur, recouvert en surface par un double épithélium. Double épithélium qui, bien sûr, résulte de la poursuite en avant de la rétine. Donc, le corps ciliaire lui-même, le muscle, est directement dans la continuité de la choroïde, alors que l'épithélium qui recouvre ce corps ciliaire, lui, est dans la continuité de la rétine. Ce qui vous explique, puisque la rétine, on a bien vu qu'il y avait deux couches, la rétine pigmentaire, la rétine sensorielle, et bien puisqu'on est dans la continuité, ceci vous explique qu'il y a en surface du corps ciliaire deux épithéliums qui correspondent aux deux couches cellulaires, à l'origine, à la portion externe de la vésicule optique, puis à la portion interne. Je reviens en arrière, en embryo. La vésicule optique, une couche externe qui donnera la rétine pigmentaire, une couche interne qui donnera la rétine sensorielle. En avant, ces deux couches se poursuivent pour donner l'épithélium qui va recouvrir le corps ciliaire. Et donc cet épithélium, il y aura effectivement deux couches. Un premier épithélium correspondant à la portion externe de la vésicule et un deuxième épithélium correspondant à la portion interne. D'accord ? C'est une continuité de la rétine. Donc, on voit très bien sur ce fort grossissement ici ces deux épithéliums qui sont des épithéliums cubiques. Et vous voyez qu'il y a l'épithélium périphérique qui correspond à la rétine pigmentaire et qui est lui aussi pigmenté, donc marqué en brun ici. Alors que vous avez l'épithélium ici en surface, qui est en continuité avec la rétine sensorielle, là qui n'a pas de rôle sensoriel bien sûr, mais qui n'a pas de pigment. Donc rétine pigmentaire qui se poursuit avec l'épithélium profond pigmenté, rétine sensorielle qui se poursuit par cet épithélium cubique non pigmenté. Est-ce que c'est clair ça? Non? Sur le schéma, vous voyez très bien la structure, la rétine en rouge,
et cet épithélium qui se poursuit en avant et qui vient recouvrir ici le corps ciliaire et l'iris. La rétine est en 2 couches, donc cet épithélium-là est en 2 couches également. En profondeur du corps ciliaire, donc on a dit qu'il y avait un muscle, on va y revenir tout à l'heure, ce muscle est responsable de l'accommodation au niveau du cristallin. C'est le muscle ciliaire qui, en se contractant ou en se relâchant, va entraîner une modification de courbure du cristallin et va nous permettre d'accommoder de près ou à l'infini. Donc c'est un muscle important, bien évidemment, et il est relié au cristallin, je ne sais pas si ça se voit bien ici, par de fines fibres conjonctives qui vont permettre l'action du muscle au niveau de la capsule du cristallin. Et puis tout en avant du corps ciliaire, en surface, on a ces replis très importants de l'épithélium et qui correspondent au procès ciliaire. Donc on est toujours dans le corps ciliaire, en profondeur on a le muscle, en surface on a cet épithélium, et à la partie la plus antérieure, on a ces replis de l'épithélium. Et au niveau de ces procès ciliaires, il y a sécrétion de l'humeur aqueuse. Et en gros, ces procès ciliaires sont des équivalents des plexus choroïdes qu'on trouve dans le cerveau et qui sécrètent le LCR, le liquide céphalorachidien. Donc encore une fois, on trouve l'analogie, bien sûr, entre structure cérébrale et l'organisation de l'œil, puisque c'est un dérivé direct. Donc procès ciliaire, sécrétion de l'humeur aqueuse qui va circuler dans la chambre postérieure, puis dans la chambre antérieure de l'œil. Alors, tout en avant de la couche, ici, vasculaire, on a l'iris. L'iris qui est la partie extérieure que l'on voit de l'œil, finalement, à travers la cornée. L'iris est constitué d'un conjonctif lâche, très vascularisé, et surtout qui contient des mélanocytes. Et ce sont les mélanocytes de l'iris qui donnent la couleur de l'iris, plus ou moins foncée, bien sûr, en fonction de la quantité de mélanocytes à l'intérieur. Et chez les sujets qui n'ont pas de mélanocytes, chez les albinos, on a un aspect rosé qui correspond en fait à, par transparence, toute la rétine que l'on voit derrière. Donc les mélanocytes sont effectivement très importants, non pas pour donner la couleur, mais en fait pour attribuer le rôle fonctionnel à l'iris, qui est quand même principalement de limiter le passage de la lumière au centre de l'œil. Donc les mélanocytes ici ont pour rôle d'arrêter la lumière. Donc vous voyez une couche vasculaire, des mélanocytes à l'intérieur. Bien sûr, il y a également des fibres musculaires, puisqu'on a un muscle dilatateur de l'iris et un muscle constricteur de l'iris. Et sur la face postérieure de cet iris, eh bien, on retrouve ici cet épithélium, toujours le même, en continuité avec la rétine. Et cet épithélium, bien sûr, est constitué toujours de 2 couches. C'est toujours notre vésicule optique avec son invagination. Mais cette fois-ci, contrairement au procès ciliaire où seule la couche profonde était pigmentée, là, les 2 couches sont pigmentées. Bon, c'est un détail, ça renforce encore l'arrêt de la lumière. Vous voyez, là, on a l'extérieur de l'œil et là, on a l'intérieur. Bien sûr, la lumière va être arrêtée ici par cette couche pigmentée. Donc, elle ne va passer qu'au niveau de l'orifice central. Alors, procès ciliaire ici, cristallin, et on a vu qu'il y avait une région critique à cet endroit, qui est la chambre postérieure et la chambre antérieure de l'œil. Région critique, pourquoi? Parce que bien sûr, s'il y a production d'humeur aqueuse, il faut bien que quelque part, elle disparaisse, cette humeur aqueuse. Il y a une circulation d'humeur aqueuse pour garder le tonus du globe oculaire. Cette humeur aqueuse qui est produite ici, au niveau des procès ciliaires, donc dans la chambre postérieure, va circuler entre l'iris et le cristallin, et par l'iris va passer dans la chambre antérieure. Le problème, entre guillemets, c'est qu'au niveau de la chambre antérieure, il n'y a pas d'orifice. Et donc, en fait, cette humeur aqueuse va être drainée à travers un réseau de trabécules, mais en fait, il va y avoir d'abord diffusion à travers du tissu, et ensuite, après cette diffusion, l'humeur aqueuse va passer dans ce réseau trabéculaire et finalement dans le canal de Schlemm qui va permettre son évacuation via les veines périphériques.
Donc ce réseau trabéculaire, vous voyez qu'on le retrouve tout en périphérie de la cornée, avec le canal de Schlemm ici, qui entoure complètement l'œil, au niveau de tout l'angle irido-cornéen ici. Et c'est au niveau de ce canal de Schlemm que se fait le drainage, et ensuite l'humeur aqueuse est drainée par les veines. Donc vous savez que le glaucome, qui est une pathologie très fréquente de l'œil, peut avoir deux origines. Et en gros, à chaque fois, c'est un défaut de drainage de l'humeur aqueuse. Soit parce qu'il y a ici obstruction de cette zone qui va permettre le drainage, c'est le glaucome à angle ouvert, soit parce que, eh bien, en fait, cette zone n'est pas accessible dans le glaucome à angle fermé parce que l'angle ici est trop restreint et l'humeur aqueuse ne peut pas se circuler correctement. Ça, vous reverrez ça avec le glaucome. Mais donc, la zone critique, elle est ici. Et ce que l'on peut faire, c'est au laser, réouvrir les trabécules si jamais l'humeur aqueuse ne se draine pas assez. Donc, vous voyez, sur une coupe histologique, on a ici le corps ciliaire, on a ici la chambre antérieure de l'œil, et il n'y a absolument aucune communication directe entre cette chambre antérieure et le canal de Schlemm qui est ici. Il y a diffusion à travers ce tissu. Alors, le corps quand même de l'œil, le cœur de sa fonction, c'est la rétine, et la fonction de captation des rayons lumineux. Donc c'est un organe sensoriel dont le but est de détecter finalement des photons. Comme on l'a vu au niveau embryologique, c'est donc un neuroépithélium, c'est un dérivé direct du tissu cérébral, qui dérive de la vésicule optique, et de cette vésicule optique qui a deux feuillets. Il y a un feuillet externe qui va donner la rétine pigmentaire, et un feuillet interne ici, qui va donner la rétine sensorielle proprement dite. Donc la rétine est le photorécepteur, elle est fonctionnelle sur presque toute sa surface, sauf en deux régions. La région la plus antérieure ici, de la rétine, n'a pas de cellules réceptrices à partir d'une zone qu'on appelle l'aura serrata et qui correspond à l'arrêt de la zone où la rétine est fonctionnelle. En avant, il n'y a pas de réception des photons. Donc l'aura serrata, c'est la limite de disposition des cônes et des bâtonnets. En avant, pas de cellules réceptrices. Et puis deuxième zone dite aveugle, c'est bien sûr la papille optique, c'est-à-dire la zone d'insertion du nerf optique. À cet endroit-là, il y a toutes les fibres nerveuses qui relient l'œil au cerveau, et bien sûr, à cet endroit-là, il n'y a pas de cellules sensorielles. Donc, pas de captation des photons. Donc, deux zones aveugles, papille optique, et en avant de la limite constituée par l'aura serrata. Le reste est une zone fonctionnelle sur laquelle les rayons lumineux vont pouvoir être captés. Alors, voilà cette aura serrata sur une coupe histologique. On va revenir sur la structure de la rétine, mais on a ici la rétine fonctionnelle qui est très épaisse avec plusieurs couches que l'on va détailler. Et vous voyez qu'en avant, eh bien, cette rétine fonctionnelle se poursuit par ce simple épithélium cubique qu'on va retrouver au niveau des procès ciliaires. Donc voilà la zone au-delà de laquelle, ici, il n'y a plus réception des rayons lumineux. La zone fonctionnelle commence uniquement en arrière. Et puis la couche profonde, constituée par l'épithélium pigmentaire, dont le rôle là également est d'empêcher le passage des rayons lumineux au-delà de la rétine, pour bien sûr augmenter la captation des photons au niveau de la rétine. Donc les photons vont traverser la rétine et vont se bloquer ici sur cette zone pigmentaire. Alors là, la rétine sensorielle, celle qui nous permet de voir quelque chose, c'est une structure complexe qui est d'origine nerveuse, donc qui est constituée, comme dans le tissu nerveux, de plusieurs couches cellulaires.
C'est exactement la même chose que ce que l'on peut observer dans le cerveau. Et en gros, dans cette rétine, on observe 4 familles de cellules. Il n'y a pas que des cellules sensorielles, bien sûr. Alors, il y a les cellules sensorielles, les photorécepteurs, cônes et bâtonnets, elles sont effectivement indispensables. Mais on trouve également un certain nombre de neurones qui vont servir à transmettre l'influx généré, et puis des neurones d'association, on va y revenir, qui permettent d'intégrer un certain nombre de données. Donc ces cellules-là ne captent pas la lumière, et pourtant elles sont dans la rétine. Et puis on trouve également, comme toujours dans le tissu nerveux, des cellules de soutien, qui sont là pour assurer la nutrition et la protection des neurones et ou des cellules photoréceptrices. Un mot sur ce que vous voyez ici, qui est pour l'instant complètement artefactuel, c'est-à-dire qu'on a l'impression sur cette coupe que vous avez une séparation entre la rétine pigmentaire ici et la rétine sensorielle au-dessus. Ça, c'est complètement artefactuel, c'est lié à la préparation, mais c'est le reflet d'une zone de fragilité naturelle qui s'explique par l'embryologie. Puisque je reviens encore à l'embryologie, vous vous rappelez qu'ici, on a notre vésicule optique qui se replie à l'intérieur, qui s'invagine, et donc on va avoir accolement ici entre le feuillet externe et le feuillet interne, entre ce qui donnera la rétine pigmentaire ici et ce qui donnera la rétine sensorielle ici. Cet accolement, qui est le reflet du développement embryonnaire de l'œil, normalement persiste, mais est une zone de fragilité qui peut être détruite, et en fait, en pratique, quand il y a séparation ici entre la rétine et la rétine pigmentaire, c'est ce qu'on appelle le décollement de rétine. Ce décollement de rétine peut se faciliter parce que, justement, c'est un accolement qui n'est pas parfait. C'est juste un accolement de 2 feuillets suite au développement embryonnaire. Donc voilà l'explication de cette zone de fragilité et de ce mécanisme pathologique grave du décollement de rétine. Donc on a vu dans la rétine un certain nombre de familles de cellules différentes, et la description classique quand on regarde cette rétine sensorielle, c'est de décrire 10 couches, alors qu'ils ne sont pas 10 couches de cellules, mais 10 couches de structures observables en microscopie optique, et qui vont correspondre à un certain nombre d'éléments. Donc si on s'intéresse à la zone la plus profonde de la rétine, tout en bas ici, on a le feuillet pigmentaire, riche en mélanocytes, qui est la zone sur laquelle vont venir bloquer les photons. Les photons, je vous le rappelle, qui viennent du haut ici, ils traversent toute la couche de la rétine sensorielle avant d'arriver sur la rétine pigmentaire. La couche superficielle, enfin la couche juste au-dessus du feuillet pigmentaire, c'est la couche dite des cônes et bâtonnets. Alors ce n'est pas seulement les cellules, ce n'est que la partie sensorielle des cônes et des bâtonnets. La cellule elle-même est plus grande. Donc cette couche des cônes et bâtonnets, attention, ne correspond qu'à la partie sensorielle de ces cellules. Ensuite, on a une zone, vous voyez ce trait qu'on distingue ici, qu'on appelle la limitante externe. Et cette limitante externe est le reflet en microscopie optique des zones d'accolement étroites entre les cellules de soutien et les cellules sensorielles, cônes et bâtonnets. Donc en fait, il y a des accolements étroits, notamment des desmosomes, et toutes ces jonctions intercellulaires se traduisent ici par cette zone qu'on appelle la limitante externe. Et juste au-dessus de cette limitante externe, on a la couche granuleuse externe. Et cette couche granuleuse externe correspond en fait au corps des cônes et des bâtonnets. Donc c'est là que vous avez les noyaux des cônes et des bâtonnets. Donc en fait, ces cellules cônes et bâtonnets, qui sont les cellules photoréceptrices, ce sont des grandes cellules qui font toute cette taille-là, avec une partie correspondant au corps et à leur axone, et une partie correspondant à la zone photosensible. Juste au-dessus de la couche granuleuse externe, on a une couche dite plexiforme externe, qui correspond aux connexions nerveuses entre les cônes et les bâtonnets, qui sont des cellules nerveuses, je vous le rappelle encore une fois,
avec les neurones transmetteurs et les neurones d'association. Il y a donc des contacts entre axones des photorécepteurs et dendrites de ces neurones de transmetteurs et d'association. Une couche granuleuse interne qui correspond au corps cellulaire des neurones transmetteurs et des neurones d'association. Une couche plexiforme interne qui correspond aux connexions nerveuses entre les neurones transmetteurs et les corps, les péricardions des neurones du nerf optique, puisque les corps cellulaires des neurones du nerf optique sont dans la rétine et constituent la couche dite des cellules ganglionnaires. Donc ces cellules ganglionnaires sont en fait les péricardions, les corps cellulaires des neurones dont les prolongements vont constituer le nerf optique. Et puis en surface, la couche, bien sûr, des fibres du nerf optique, les axones de toutes ces cellules ganglionnaires. Et enfin, la couche la plus superficielle ici, qu'on appelle la limitante interne, correspond au pied des cellules de soutien. Donc vous voyez que les cellules de soutien, on a dit qu'il y avait des contacts étroits entre ces cellules de soutien et les cellules sensorielles au niveau de la limitante externe. Et bien ces cellules de soutien qui vont faire toute l'épaisseur de la rétine, leur base est au niveau ici de cette limitante interne. Et c'est les pieds de ces cellules de soutien qui vont séparer la rétine du vitré qu'on a juste à l'intérieur de la chambre postérieure de l'œil. La couche pigmentaire, on l'a dit, le rôle essentiel, c'est d'arrêter les photons. Il y a un deuxième rôle à retenir, et on s'arrêtera là-dessus, c'est que cette couche pigmentaire va également servir à régénérer le pigment visuel qui a été dégradé, bien sûr, lorsque les photons sont captés. On va y revenir. Donc en fait, il va y avoir régénération régulière du pigment visuel, et ce rôle-là est également tenu par la couche pigmentaire. Donc, elle bloque les photons et elle permet de régénérer le pigment visuel. Alors, les structures précisément des cellules sensorielles, vous savez qu'il y a deux types de cellules sensorielles, les cônes et les bâtonnets. Les cônes, dont le rôle est de voir les couleurs et d'avoir une vision précise, alors que les bâtonnets permettent d'avoir une grande sensibilité, mais avec une vision moins précise. Et les bâtonnets ne permettent pas de voir les couleurs. Donc cônes dédiés, donc ces cellules-là, qui sont dédiées à la vision des couleurs et à une vision précise, alors que les bâtonnets sont des cellules qui ne permettent pas de voir les couleurs, mais qui permettent d'avoir une grande sensibilité et de voir dans la pénombre. Alors ces deux types de photorécepteurs ont une structure voisine, avec à chaque fois un corps cellulaire que l'on retrouve ici, duquel part un axone. Et ce corps cellulaire constitue ce que l'on appelle le segment interne. Donc ce segment interne, c'est lui qui constituait la première couche granuleuse de la rétine. Et puis, un segment externe qui constitue, proprement dit, le photorécepteur. Et vous retrouvez ici ce que l'on a dit tout à l'heure, que ces cellules, aussi bien les bâtonnets que les cônes, sont entourées complètement par des cellules de soutien et qu'il y a des jonctions très étroites, notamment des desmosomes, entre ces cellules de soutien et les cellules sensorielles, et dont l'aspect en microscopie optique donne la membrane limitante externe. Mais ce n'est qu'un aspect visuel, bien sûr. Donc tous les corps cellulaires classiques d'une cellule, le noyau, les mitochondries, le réticulum, etc., sont situés dans le segment interne, dans le corps cellulaire proprement dit. Dans le segment externe, on trouve essentiellement le photorécepteur. Alors ce photorécepteur est constitué de quoi? Il est constitué de replis de la membrane plasmique. Et c'est au niveau des replis de cette membrane plasmique que l'on va trouver la protéine responsable de la vision. Cette protéine est la rhodopsine au niveau des bâtonnets et les iodopsines au niveau des cônes.
Donc ce sont les protéines enchâssées dans la membrane plasmique au niveau de ces disques et qui vont permettre de capter les rayons lumineux. Cette captation, alors la rhodopsine, elle n'est pas sensible à la longueur d'onde des photons, ce qui explique que les bâtonnets puissent détecter, ne voient pas les couleurs en fait, ils voient la luminosité, point. Alors que les iodopsines, il y en a 3 catégories principales, qui sont sensibles à des longueurs d'onde différentes. Ce qui explique qu'il y a des cônes qui permettent de voir plutôt dans le vert, dans le rouge ou dans le bleu, en fonction de la iodopsine. Donc 3 types de iodopsine permettant de voir le vert ou le rouge ou le bleu. Et cette protéine, alors ce n'est pas la protéine elle-même qui permet de voir la couleur, mais la protéine, elle sélectionne ou pas la longueur d'onde. Cette protéine est associée à un composé qui détecte le photon, qui est le 11,6 rétinal. Donc ce 11,6 rétinal, associé soit à la rhodopsine, soit à une iodopsine, c'est lui qui est le détecteur. Parce que quand le photon vient frapper ici le complexe rhodopsine 11,6 rétinal, il y a dissociation de ce complexe entre la rhodopsine et le rétinal. Parce que l'énergie du photon va servir à faire passer le 11,6 rétinal en 11 trans rétinal. Et du coup, il y a dissociation du rétinal et de la protéine. D'accord ? Donc le photon vient frapper le complexe rhodopsine 11,6 rétinal. Le 11,6 rétinal est transformé en 11 trans rétinal. Du coup, il y a dissociation du complexe. Et suite à la dissociation des complexes, il y a génération d'un potentiel d'action. Et voilà, la lumière est détectée. Le photon est détecté par ce potentiel d'action. Et après, ce que je vous disais, le 11 trans rétinal, lui, doit être régénéré au niveau de la rétine pigmentaire, avant d'être réutilisé par les cellules. D'accord ? Donc le récepteur lui-même, c'est cette partie la plus distale de la cellule. Voilà sur une micrographie électronique, ces replis de la membrane qui contiennent ce récepteur. Alors, potentiel d'action qui est donc généré au niveau des cellules réceptrices, et bien sûr, comme toujours dans le tissu nerveux, ce potentiel d'action va être transmis. Alors là, il y a toute une succession de cellules qui vont participer à la transmission de cet influx nerveux, avec un premier niveau ici constitué par les cellules bipolaires de la couche granulaire externe. Ces cellules bipolaires, comme leur nom l'indique, elles ont un dendrite qui va prendre contact avec l'axone des photorécepteurs et un axone qui va prendre contact avec les cellules ganglionnaires. Mais ceci dit, on distingue 2 types de cellules bipolaires, et ça c'est important sur un plan fonctionnel. Celles pour lesquelles on parle de champ dendritique étroit, c'est-à-dire en gros une cellule bipolaire qui va être associée à 1 ou 2 cellules sensorielles. Mais dans la région où on a la vue la plus précise, ces cellules vont être associées, enfin ces cellules bipolaires vont être associées éventuellement à un seul cône. Donc on a une vue extrêmement précise puisque seul le photon capté par un cône va être transmis. Donc c'est la vue la plus précise possible. En revanche, il faut une forte intensité lumineuse pour que le signal soit suffisamment important. Donc des cellules à champ dendritique étroit qui participent à une vision précise mais qui nécessitent beaucoup de lumière. Et au contraire des cellules à champ dendritique large, comme ici, qui peuvent connecter plusieurs cônes et ou surtout plusieurs bâtonnets. Donc du coup, ces cellules bipolaires à champ large vont intégrer toutes les intensités lumineuses captées par ces cellules. Mais en même temps, toute la lumière captée par toutes ces cellules n'est vue, entre guillemets, que par un point lumineux. Donc on n'a pas de précision. En revanche, on a une grande sensibilité. Et donc ces cellules bipolaires transmettent toute cette information aux cellules ganglionnaires avec la même caractéristique de cellules ganglionnaires à champ large ou à champ étroit. C'est-à-dire, champ étroit, éventuellement, il y a une cellule ganglionnaire pour une cellule bipolaire. Ça, c'est ce qui a
au niveau de la fovea, c'est-à-dire la zone la plus précise de la rétine, ou au contraire, une cellule ganglionnaire pour beaucoup de cellules bipolaires, ce qui permet encore une fois une intégration d'un grand nombre d'intensités lumineuses, et ce qui vous permet de voir dans la pénombre ou le soir. D'accord ? On ne voit pas les détails, mais suffisamment pour s'orienter. Donc là, c'est parce qu'il y a intégration d'un grand nombre du signal émis par un grand nombre de cellules sensorielles. Donc ça, c'est les neurones qui sont chargés de transmettre l'influx entre les cellules sensorielles et les cellules ganglionnaires. Et puis, dans cette couche granulaire interne, il y a également un certain nombre de cellules d'association. Alors, celles que vous verrez, mais peu importe, il y a des cellules dites amacrines et des cellules horizontales. Les cellules amacrines relient directement les photorécepteurs, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires. Vous voyez qu'elles établissent des contacts à tous les étages. Les cellules horizontales, elles, établissent des contacts entre plusieurs cônes et ou bâtonnets. Sans entrer dans les détails, quel est le rôle globalement de ces cellules d'association? Eh bien, il est de permettre de focaliser ce que l'on voit, enfin de focaliser le signal obtenu à partir de la zone d'intérêt et de ne pas être parasité par tous les signaux lumineux qu'on voit en périphérie de la rétine. Première chose. Donc de centrer, d'augmenter le signal dans la zone d'intérêt et de diminuer le signal transmis entre guillemets dans la zone en périphérie. Ça, c'est ce qui permet de cibler l'activité de la rétine. Et d'autre part, ces neurones d'association permettent également de détecter le mouvement en détectant le déplacement d'une image au niveau de la rétine, au niveau de plusieurs cellules successives. Donc deuxième rôle, détecter le mouvement en permettant de suivre le déplacement d'une image, donc en fait d'une intensité lumineuse, au niveau de la rétine. Bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est-à-dire l'intégration totale se fait bien au niveau du cortex. Ce n'est qu'un premier niveau d'intégration primaire du signal obtenu au niveau de la rétine. Après, tout va être remétabolisé entre guillemets au niveau du cortex cérébral. Voilà, un mot sur les cellules de soutien. Donc vous voyez que ce sont des grandes cellules qui sont l'équivalent de la glie, de la névroglie au niveau du tissu nerveux, et qui vont servir de nutrition des cellules nerveuses, comme dans le cerveau, et de protection. Donc c'est des cellules qui vont s'étaler sur toute l'épaisseur de la rétine, avec la base de ces cellules au niveau de la limitante interne et leur extrémité au niveau de la limitante externe. Donc elles sont insérées entre, ou plutôt tous les neurones sont entourés par des cellules de soutien qu'on appelle les cellules de Muller. Alors, sur un plan fonctionnel, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait, enfin vous le savez probablement, il y a une zone de la rétine qui permet une vision précise, et le reste qui permet essentiellement d'avoir un champ visuel large, mais qui ne permet pas de voir les détails. Donc cette zone avec la vision la plus précise, c'est ce qu'on appelle la fovea, qui est la zone dite de résolution maximale, qui est pile dans l'axe optique, et pas dans l'axe anatomique, mais qui est dans l'axe optique de l'œil. Donc c'est là où arrive, quand on focalise, quand on regarde quelque chose, les rayons lumineux sont amenés sur la fovea. Et c'est une région au niveau de laquelle on trouve essentiellement des cônes, peu de bâtonnets, essentiellement des cônes, avec en plus une orientation oblique des cellules. Au lieu qu'elles soient droites, on a une orientation oblique, ce qui permet d'aboutir à un amincissement ici des cellules, de l'épaisseur de la rétine, parce qu'en fait toutes les cellules des neurones d'association et les cellules ganglionnaires, vous voyez, sont rejetées sur le côté. L'intérêt d'avoir ici une zone plus fine, c'est bien sûr de capter le maximum de photons, puisque les cônes ont besoin de beaucoup de lumière pour être activés, qu'il n'y a pas d'intégration. À cet endroit-là, il y a quasiment une cellule bipolaire par cône. Donc c'est ce qui permet de voir avec précision. Encore faut-il qu'il y ait un éclairement suffisant. Et donc cet éclairement oblique des cellules au niveau de la fovea permet de réduire l'épaisseur de la rétine et permet d'accroître la quantité de lumière qui arrive au niveau de ces cellules et au niveau des récepteurs qui, je vous rappelle, sont à la partie la plus profonde de la rétine ici.
Alors le reste, on ne va pas avoir le temps, donc on va passer sur le cristallin. Et un mot sur les annexes de l'œil pour finir. Parce que l'air de rien, les annexes ont un rôle important, pas seulement pour dormir. Donc l'annexe principale, c'est bien sûr les paupières. Ces paupières sont constituées d'un axe conjonctif dense élastique, ce qui fait qu'on sent bien quand on les touche qu'elles ont une forme, elles ont une consistance. Ce n'est pas un vague repli de peau sans consistance. Hein. La paupière, il y a un axe conjonctif dense, élastique bien sûr, qui est recouvert par de la peau sur sa face externe, donc un épithélium malpighien kératinisé, certes peu kératinisé parce que c'est de la peau fine, mais kératinisé. Et à sa face interne, celle qui est en contact avec la cornée, elle est recouverte par un épithélium dit conjonctival. Alors cet épithélium conjonctival, c'est un épithélium stratifié, mais qui a la particularité d'avoir en son sein un certain nombre de cellules caliciformes que l'on retrouve ici. Donc épithélium stratifié avec des cellules caliciformes. En revanche, bien évidemment, il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'autres annexes. Et cet épithélium conjonctival, donc je ne sais pas si vous imaginez bien la structure anatomique, il se poursuit avec une autre structure qui est l'épithélium cornéen que l'on a décrit tout à l'heure. Donc au niveau du cul-de-sac conjonctival, il y a une continuité directe entre l'épithélium conjonctival et l'épithélium cornéen. Donc ici, épithélium malpighien en périphérie de la paupière, épithélium conjonctival à la partie interne. Et puis dans la paupière, dans le corps de la paupière, il y a bien sûr un certain nombre de muscles correspondant notamment à l'orbiculaire des paupières, donc les muscles qui permettent de fermer ou de relever, d'ouvrir les paupières. Et surtout, on trouve des glandes qui ont un rôle extrêmement important. Première glande très importante, c'est la glande de Meibomius. Cette glande de Meibomius est une glande sébacée qui va produire un film lipidique dont le rôle absolument primordial est de venir recouvrir la cornée. Et en recouvrant la cornée, puisque c'est un film lipidique, il va limiter l'évaporation du film liquidien qui recouvre la cornée. Vous savez que la cornée est en permanence humidifiée par les larmes, et ce film liquidien qui est fondamental au fonctionnement correct, il est protégé, on en limite l'évaporation par la sécrétion de cette glande de Meibomius, qui est une sécrétion lipidique, auquel vient s'ajouter un certain nombre d'autres sécrétions lipidiques annexes, notamment par des glandes sudoripares. Et cette glande de Meibomius, qui est dans le corps de la paupière, quand elle s'infecte, ça donne une pathologie qui est relativement fréquente qu'on appelle le chalazion, qui est cette grosse boule rouge que vous avez au bord de la paupière, qui est une infection de cette glande de Meibomius. Mais son rôle, c'est vraiment de limiter l'évaporation du film liquidien qui recouvre la paupière. Et puis bien sûr, les dernières annexes, c'est les glandes lacrymales, dont le rôle quand même premier est cette humidification de la cornée. Après, ça peut servir à d'autres choses, les glandes lacrymales, mais en premier, c'est l'humidification de la cornée, donc c'est des glandes séreuses tubulo-acineuses qui produisent des larmes dont je vous rappelle qu'elles contiennent des protéines antibactériennes, hein, c'est un rôle protecteur. Et la sécrétion, ces glandes lacrymales sont situées à la partie supérieure de la conjonctive, et en fait, à chaque fois qu'on cligne des paupières, on crée une petite pression sur ces glandes lacrymales qui va entraîner le dépôt d'un fin film au niveau de la cornée. Et le drainage de l'excès de liquide lacrymal, il se fait dans l'angle interne de l'œil. Donc production à la partie supérieure, drainage à la partie inférieure, ce qui est finalement assez logique.
Voilà, et puis je vous ai mis à la fin un certain nombre de bouquins que vous pouvez consulter utilement pour avoir les détails, notamment sur ce qu'on a passé, parce que en 1 heure, sinon ça ne tient pas. Voilà, je vous remercie. Vous savez comment on arrête le système? Il arrive. J'ai une petite question. C'est une muqueuse, l'épithélium conjonctival Oui, c'est une muqueuse, oui, bien sûr. Voilà. Bon, ok. Enfin, Ce qui définit une muqueuse, c'est que c'est pas caratinisé, c'est un épithélium Bah, mammifien. une muqueuse, c'est un. Non. Ce qui définit une muqueuse, c'est un épithélium plus un conjonctif sous-jacent. Ah, Voilà, je ne savais pas arrêter le système. D'accord.